Martin Eden, partie 3, chapitre 8. Il se passa plusieurs semaines que Martin Eden consacra à l'étude de la grammaire. Il repassa le livre sur le savoir-vivre et dévora les volumes qui l'intéressaient. De son milieu, il ne vit personne. Les habitués du club des Lotus se demandaient ce qu'il était devenu, pressaient Jim de questions et quelques gars, les mêmes qui passaient les gants de boxe aux Kylez, se réjouissaient de l'absence de Martin. Il avait fait à la bibliothèque la découverte d'un trésor. De même que la grammaire lui avait montré la construction de la langue, ce trésor lui montra celle de la poésie, et il put ainsi apprendre à connaître la métrique, la cadence, la forme, en un mot, des choses qu'il aimait. Un autre volume traitait de la poésie comme art représentatif, avec force citations prises dans les œuvres les plus belles. Aucun roman ne l'avait passionné autant que ses livres. Et son cerveau en friche depuis 20 ans, et mûr pour le travail, retenait ses lectures avec une puissance d'assimilation inhabituelle au cerveau mieux préparé. Lorsqu'il regardait en arrière, du haut de ses progrès acquis, l'ancien monde qu'il avait connu, le monde des villes et de la mer, des marins et des filles faciles, il le trouvait bien mesquin. Et cependant, cet ancien monde se mêlait avec le nouveau, et il fut tout surpris en découvrant les points de contact qui le reliaient. L'élévation de pensée, toute la beauté qu'il trouvait dans les livres, l'énoblissait, et il en était conscient, ce qui l'amena à croire plus fermement que jamais que dans la classe de Ruth et de sa famille, tout le monde pensait de la même façon, haute et belle, et vivait de même. Dans les bas-fonds où il vivait, habitait la laideur. Il décida donc de se purifier de la laideur qui avait souillé toute sa vie passée, et de s'élever jusqu'à ces régions exaltées où évoluaient les classes supérieures. Son enfance et son adolescence avaient été hantées par une inquiétude vague. Sans savoir ce qu'il désirait quelque chose qu'il avait vainement cherché. Enfin, il avait rencontré Ruth. À présent, cette inquiétude était devenue aiguë, douloureuse, car il savait nettement ce qu'il lui fallait. La beauté, la culture intellectuelle et l'amour. Durant ces quelques semaines, il vit Ruth 5 ou 6 fois, et chaque fois ce lui fut un progrès nouveau. Elle l'aidait à parler correctement, corrigeait son anglais et lui fit commencer l'arithmétique. Leurs entrevues ne se bornaient pas, d'ailleurs, à de sèches études élémentaires. Il avait vu trop de choses, son esprit était trop mûr pour qu'il pût se contenter de fractions, de racines cubiques, d'analyses et de conjugaisons. Parfois, il causait des derniers livres qu'ils avaient lus, du dernier poème qu'elle avait étudié, et quand elle lui lisait à haute voix ses passages favoris, il était au comble de la joie. Jamais il n'avait entendu de voix pareille à la sienne. La moindre de ses intonations l'enivrait. Il frissonnait tout entier à chacun des mots qu'elle articulait. Tout en l'écoutant, il se rappelait les vociférations aiguës de femmes sauvages, de mégères avinées, et aussi les voix rudes et stridentes de filles du peuple. Puis, son imagination se les représenta. Il les vit défiler en troupeaux misérables, chacun exaltant, par la comparaison, les qualités de Ruth. Et, de sentir qu'en lisant les œuvres qu'elle avait lues, il pouvait vibrer des mêmes joies, doublait son bonheur. Elle lui lut une grande partie de La Princesse, et souvent il vit ses yeux se remplir de larmes, tant sa nature esthétique ressentait la beauté. À de tels moments, il se sentait pareil à un dieu. Il la regardait, l'écoutait, il lui semblait voir le visage même de la vie et en découvrir les secrets. Alors, conscient du degré de sensibilité qu'il avait atteint, il se disait que c'était bien là l'amour, seule raison d'être au monde. Il passait mentalement en revue tous les anciens frissons, les flammes d'autrefois, l'ivresse de l'alcool, les baisers des femmes, les jeux violents, la fièvre des coups donnés et reçus, et tout cela lui semblait trivial et minable à côté de cette sublime ardeur qui le transportait. Pour Ruth, la situation était assez obscure. Elle n'avait aucune expérience personnelle des choses du cœur, ses lectures l'ayant habituée à voir les faits ordinaires de la vie transposés par une littérature d'imagination dans le domaine de l'irréel. Et elle ne se doutait guère que ce rude matelot se glissait dans son cœur, où s'emmagasinaient peu à peu des forces latentes qui, un beau jour, l'embraseraient tout entière. Elle ne s'était pas encore brûlée au feu de l'amour. Sa connaissance en était purement théorique. Elle le concevait comme la flamme légère, douce,
d'une veilleuse fidèle, comme une froide étoile scintillant dans le velours sombre d'une nuit d'été. Elle aimait se le figurer comme une affection placide, comme le culte d'un être dans une atmosphère calme, embaumée de fleurs, aux lumières atténuées. Elle était loin de supposer les sursauts volcaniques de l'amour, son ardeur dévorante et ses déserts de cendres. Ses forces lui étaient inconnues. Et les abîmes de la vie se transformaient pour elle en des océans d'illusions. L'affection conjugale de ses parents lui semblait être l'idéal des affinités amoureuses, et elle attendait tranquillement le jour où, sans secousses ni complications, elle glisserait de sa vie de jeune fille à une existence à deux, semblable, paisible et douce. Martin Eden lui apparut comme une nouveauté bizarre, un individu étrange, et elle mit sur le compte de la nouveauté et de la bizarrerie l'effet qu'il lui produisait. N'était-ce pas, en somme, tout naturel ? Elle s'intéressait à lui au même titre qu'elle s'intéressait aux fauves d'une ménagerie ou au spectacle d'une tempête dont les éclats la faisaient frissonner. Comme les fauves, l'ouragan, la foudre, il était une force cosmique de la nature. Il lui apportait toute l'odeur du large et le souffle des grands espaces, le reflet du soleil tropical sur son visage ardent et, dans ses muscles saillants, toute la primordiale vigueur de la vie. Il avait subi l'empreinte de ce mystérieux monde de rudes marins et d'aventures plus rudes encore, dont elle ne pouvait s'imaginer la plus médiocre. Il était inculte, sauvage, et sa vanité était flattée de le voir venir si vite à elle. Cela l'amusait d'apprivoiser la bête fauve. Tout au fond d'elle-même, et sans presque s'en douter, elle avait le désir de remodeler cette argile informe à la ressemblance de son père, qui représentait pour elle l'idéal masculin. Et son inexpérience absolue l'empêchait de comprendre que l'attraction qui la poussait vers lui était bien la plus instinctive des attractions, celle dont la puissance précipite hommes et femmes dans les bras les uns des autres, pousse les animaux à s'entretuer pendant la saison du rut et contraint les éléments eux-mêmes à s'unir. La rapidité des progrès de la part de Martin était pour elle une source de surprise et d'intérêt. Elle découvrait en lui des possibilités insoupçonnées qui fleurissaient tous les jours comme des plantes dans un sol fertile. Souvent, en lui lisant du Browning, elle s'étonnait des étranges interprétations qu'il donnait à certains passages discutables, et elle ne pouvait comprendre comment, avec sa seule connaissance de l'humanité et de la vie, il donnait des interprétations souvent bien plus justes que les siennes. Sa conception des choses lui paraissait naïve, bien qu'elle fût maintes fois électrisée par l'audace de son envol, dont la trajectoire était si tendue qu'elle ne pouvait la suivre. Elle se contentait alors de vibrer au choc de cette puissance inconsciente. Elle y joua du piano, pour lui, non contre lui, comme alors. Et l'éprouva avec de la musique dont la profondeur dépassait d'ailleurs de beaucoup sa propre compréhension. Comme une fleur au soleil, l'âme de Martin s'ouvrit à l'harmonie et la transition fut rapide entre les ragtime et les two-steps de son milieu, aux chefs-d'œuvre classiques auxquels elle l'initiait aujourd'hui. Cependant, il voua à Wagner, lorsqu'elle lui en eut donné la clé, à l'ouverture du Tannhäuser en particulier, une admiration toute démocratique. Du répertoire de Ruth, rien ne le séduisit autant, car c'était la personnification même de sa vie jusqu'alors, le motif du Venusberg, signifiant sa vie passée, route identifiée par le cœur des pèlerins. Par les questions qu'il lui posait parfois, il arrivait à la faire douter de ses propres définitions et de sa compréhension musicale. Mais il ne discutait pas son chant. Ce chant, c'était elle tout entière. Le timbre angélique de son pur soprano l'extasiait toujours. Il ne pouvait s'empêcher de lui comparer le piaulement aigu, le chevrotement chétif des ouvrières malingres et le braillement aviné des filles de bouge à matelot. Ruth aimait jouer et chanter pour lui. À la vérité, c'était la première fois qu'elle avait une âme entre ses mains, et l'argile de cette âme était exquise à modeler, car elle s'imaginait le modeler, et ses intentions étaient bonnes. D'ailleurs, sa compagnie lui était agréable. Il ne l'effrayait plus. Sa première frayeur, due en réalité à la découverte de son moi inconnu, s'était évanouie. Elle se sentait maintenant des droits sur lui, et il exerçait sur elle une influence tonique. Après son travail à l'université, au sortir de ses livres poudreux,
Elle se délassait au souffle frais et fort de sa personnalité. La force, c'était cela dont elle avait besoin, et il lui en donnait généreusement. Être à côté de lui parler, c'était boire de l'essence de vie. Après son départ, elle retournait à ses livres avec un intérêt plus vif et une nouvelle provision d'énergie. Malgré sa connaissance approfondie de Browning, elle n'avait jamais pensé que ce pût être chose dangereuse que de jouer avec une âme. À mesure que son intérêt pour Martin grandissait, elle se passionnait davantage à l'idée de le remodeler. « Vous savez, monsieur Butler, lui dit-elle un après-midi, une fois la grammaire, l'arithmétique et la poésie finies. Eh bien, ses débuts ont été assez difficiles. Son père était caissier dans une banque, mais il a végété longtemps, poitrinaire, et est mort dans l'Arizona, ce qui fait qu'à sa mort, monsieur Butler, Charles Butler, s'est trouvé seul au monde et sans le sou. Son père était australien, il n'avait donc aucun parent en Californie. Il est entré dans une imprimerie. Je le lui ai entendu raconter bien des fois, à raison de $3 par semaine. Maintenant, il en gagne 30 000 par an. Comment y est-il parvenu? Il a été honnête, dévoué, économe et travailleur. Il s'est refusé tous les plaisirs des jeunes gens de son âge. Il s'astreignait à mettre de côté tant par semaine, au prix de n'importe quelle privation. Bien entendu, il a vite gagné plus de $3 par semaine, et à mesure que son salaire augmentait, il économisait davantage. Il travaillait le jour au bureau et le soir à l'école. Jamais il ne perdait de vue son avenir. Plus tard, il a suivi le soir les cours supérieurs. À 17 ans déjà, il touchait d'excellentes journées comme typographe. Mais il avait de l'ambition. Il voulait une carrière, non pas un gagne-pain, et peu lui importait de sacrifier son confort actuel en vue d'un bien-être futur. Il s'est décidé pour le droit et est entré dans les bureaux de mon père comme garçon de course. Pensez un peu. À $4 par semaine. Mais il avait appris l'économie, et, sur ces $4, il a continué à économiser. Elle s'arrêta pour respirer et pour voir comme Martin écoutait. Il semblait vivement intéressé par la jeunesse difficile de M. Butler, mais un certain froncement de sourcils l'inquiéta. « Pour un jeune homme, ça n'a pas dû être drôle tous les jours, évidemment, » fit-il. « $4 par semaine? Comment pouvait-il vivre avec ça? Il ne devait pas se payer des chaussettes de soie. Tenez, je paye à présent $5 par semaine de pension, et je vous assure que ça n'a rien de particulièrement rigolo. Il devait vivre comme un chien. Sa nourriture... » « Il la faisait lui-même, interrompit-elle, sur un petit poêle à pétrole. »« Sa nourriture devait être pire que celle des marins sur les plus mauvais rafiaux, et il n'y a pas plus infect au monde. »« Mais pensez ce qu'il est devenu !» s'écria-t-elle avec enthousiasme. « Pensez à ce qu'il gagne. Il est 1000 fois payé de ses privations passées. » Martin la regarda attentivement. « Parions une chose, dit-il. C'est que M. Butler n'en est pas plus gai pour ça. Il s'est serré la ceinture pendant des années et des années durant sa jeunesse, et je suis sûr que son estomac se venge à présent. » Elle baissa les yeux sous son regard interrogateur. « Je parie qu'il est dyspeptique, » dit Martin. « Oui, il l'est, » confessa Ruth, mais... « Et je parie, » poursuivit Martin, « qu'il est solennel et triste comme un vieux hibou, et qu'il ne s'amuse pas, malgré ses $30 000 par an. Et je parie que ça ne lui fait aucun plaisir de voir que les autres prennent du bon temps. Ai-je raison, oui ou non ?» Elle fit signe que oui, et se hâta d'expliquer. « Mais il n'a pas un caractère à ça. Il est naturellement calme et sérieux. Il l'a toujours été. »« Ça, j'en suis sûr, » proclama Martin. « $3, puis 4 par semaine, tout gosse, faire sa cuisine sur un fourneau à pétrole, économiser toujours, travailler toute la journée, étudier toute la nuit, travailler en somme toujours et ne jamais s'amuser, ne pas même savoir ce que c'est que de rigoler un peu. Naturellement, ces $30 000 sont arrivés trop tard. » Son imagination bondissante lui avait immédiatement représenté les 1000 détails de cette existence et de ce pauvre développement intellectuel qui avait abouti à faire un homme qui touchait $30 000 par an. En un clin d'œil, la vie entière de Charles Butler se projeta dans son cerveau. « Vous savez que je plains M. Butler, dit-il. Il était trop jeune pour le savoir, mais il s'est privé de vivre pour l'amour de $30 000 de rente, dont il ne profite même pas. Eh bien, tout cet argent ne lui achètera pas ce qu'il aurait pu s'acheter enfant
avec les 4 sous qu'il économisait, de sucre d'orge et de billes ou de place à guignol. Cette façon de juger les choses surprenait Ruth. Non seulement elle lui était nouvelle et contraire à ses propres sentiments, mais elle y trouvait aussi des parcelles de vérité qui menaçaient d'effriter ou de modifier ses convictions. À 14 ans, ses idées auraient peut-être pu changer, mais à 24 ans, conservatrice par nature et par éducation, figée dans le milieu où elle était née et qui l'avait formée, les raisonnements bizarres de Martin la troublaient sur le moment. Mais elle les attribuait à l'étrangeté de son existence et les oubliait vite. Pourtant, tout en les désapprouvant, la conviction qu'il mettait à les énoncer, l'éclair de ses yeux et la gravité de son visage la troublaient chaque fois et l'attiraient vers lui. Jamais elle n'aurait deviné qu'à ces moments-là, cet homme venu d'un milieu inférieur la dépassait par la grandeur et la profondeur de ses conceptions. Comme tous les esprits limités, qui ne savent reconnaître de limites que chez les autres, elle jugea que ses propres conceptions de la vie étaient vraiment très vastes, que les divergences de vue qui les séparaient l'un de l'autre marquaient les limites de l'horizon de Martin, et rêva de l'aider à voir, comme elle, d'agrandir son esprit à la mesure du sien. « Mais je n'ai pas fini son histoire, dit-elle. Mon père affirme qu'il n'a jamais vu de travailleur pareil à M. Butler, quand il était garçon de course. Il était toujours prêt à l'ouvrage. Non seulement il n'était jamais en retard, mais il venait généralement au bureau quelques minutes avant l'heure. Et avec ça, il trouvait le moyen d'étudier à ses moments perdus. Il étudiait la comptabilité, la dactylographie, et il prenait des leçons de sténographie la nuit, en faisant faire des dictées à un chroniqueur judiciaire qui avait besoin de s'exercer. Il est rapidement devenu clerc et a rendu d'inappréciables services. Papa voyait bien qu'il était de ceux qui réussissent. C'est papa qui l'a poussé à faire son droit. Il est devenu notaire et à peine rentré au bureau, papa en a fait son associé. C'est un homme remarquable. Il a refusé plusieurs fois d'entrer au Sénat des États-Unis et papa dit qu'il peut être juge à la Cour suprême à la première vacation s'il en a envie. Une existence pareille est un bel exemple pour chacun de nous. Elle nous prouve qu'avec de la volonté, tout homme peut s'élever au-dessus de son milieu. C'est un homme remarquable, dit Martin sincèrement. Mais il lui semblait que dans cette histoire, quelque chose choquait son sens de la beauté et de la vie. Il ne pouvait arriver à trouver une raison suffisante à la vie de privation et de misère de M. Butler. Qu'il l'ait fait pour l'amour d'une femme ou d'un idéal de perfection aurait été compréhensible. L'amant fou d'amour fait n'importe quoi pour un baiser, mais non pour 30 000 $ par an. Réflexion faite, la carrière de M. Butler ne le satisfaisait pas. Elle avait quelque chose de mesquin, après tout. C'est très joli, 30 000 $ par an, mais la dyspepsie et l'incapacité d'être heureux leur enlèvent beaucoup de valeur. Il essaya d'expliquer tout ceci à Ruth, la mécontenta et la persuada plus que jamais de la nécessité d'un remodelage complet. Elle avait une de ces mentalités, comme il y en a tant, qui sont persuadées que leurs croyances, leurs sentiments et leurs opinions sont les seules bonnes et que les gens qui pensent différemment ne sont que des malheureux dignes de pitié. C'est cette même mentalité qui, de nos jours, produit le missionnaire qui s'en va au bout du monde pour substituer son propre Dieu aux autres dieux. À Ruth, elle donnait le désir de former cet homme d'une essence différente, à l'image de banalités qui l'entouraient et lui ressemblaient. Chapitre 9. Une fois de plus, Martin Eden revint en Californie, cette fois enflammé par un désir d'amant. Sa provision d'argent épuisée, il s'était embarqué comme matelot de pont sur le schooner, chercheur de trésors. Aux îles Salomon, après 8 mois de recherche vaine, l'expédition s'était dissoute. L'équipage avait été licencié en Australie et Martin avait immédiatement repris passage sur un paquebot à destination de San Francisco. Ces 8 mois lui avaient rapporté non seulement de quoi rester de longs mois à terre, mais encore de quoi lire et étudier beaucoup. Il avait le goût très vif de l'étude, une grande facilité, une volonté indomptable et, dominant tout, l'amour de Ruth, comme but. Il avait travaillé la grammaire qu'il avait emportée, jusqu'à ce que son cerveau l'ait possédé à fond. Le langage incorrect dont se servaient ses compagnons le choquait à présent, et il s'amusait mentalement à corriger leur barbarisme.
À sa grande joie, il découvrit que son oreille s'éduquait et qu'il acquérait le sens de la grammaire. Il avait potassé le dictionnaire et ajouté 20 mots par jour à son vocabulaire. Ce fut une tâche difficile. À la barre ou en vigie, il se forçait à repasser indéfiniment des prononciations et des définitions. Il les répétait en s'endormant pour s'habituer à parler le langage de route. Un jour, à sa grande surprise, il remarqua qu'il commençait à parler un anglais plus correct. Le capitaine, un Norvégien aux yeux de poisson, possédait, Dieu sait par quel hasard, un Shakespeare qu'il ne lisait jamais, et Martin, pour obtenir la permission de lire les précieux volumes, lui lava son linge. Cette lecture éduquait son oreille et lui faisait apprécier un anglais supérieur. En revanche, il emmagasina beaucoup de termes archaïques et démodés. Ces 8 mois avaient été bien employés, en somme. En dehors de ce qu'il avait étudié, il avait appris bien des choses sur lui-même. Avec le sentiment de son ignorance, grandissait en lui le sentiment de sa puissance. Il sentait une grande différence entre ses camarades de bord et lui, et il était cependant assez sage pour reconnaître que cette différence consistait en possibilités plutôt qu'en faits. Ce qu'il faisait, ils auraient pu le faire, mais au fond de lui-même, l'obscur levain qui fermentait lui faisait pressentir qu'il y avait en lui davantage et mieux. L'adorable splendeur du monde le transportait et il souhaitait ardemment la partager avec Ruth. Il décida de lui décrire tout ce qu'il pourrait des beautés des mers du Sud. À cette idée, l'esprit créateur qui était en lui s'éveilla et lui suggéra de recréer ces beautés pour un public plus nombreux. Alors, dans une auréole de splendeur et de gloire, naquit la grande idée. Il écrirait. Il serait un de ces êtres privilégiés à travers lesquels le monde entier voit, entend et sent. Il écrirait. Quoi? De tout, des vers et de la prose, des romans et des pièces comme Shakespeare. Voilà quelle était sa carrière véritable et le chemin vers la conquête de Ruth. Les littérateurs étaient les conquérants du monde, et il les trouvait autrement plus admirables que tous les butlers qui gagnent 30 000 $ par an et pourraient être juges à la Cour suprême s'ils le voulaient. Une fois qu'il eut cette idée dans la tête, elle le posséda entièrement, et ce voyage de retour à San Francisco se fit comme dans un rêve. Il était ivre de forces inconscientes et enchaînées. Et voilà qu'un jour, sur la vaste mer déserte, le sens de la perspective naquit en lui. Pour la première fois, nettement, il vit Ruth et son milieu, concrétisés comme une chose qu'on peut saisir entre ses mains, tourner et retourner à loisir. Il y avait certes bien des points vagues, nébuleux dans sa vision de ce monde, mais il n'entrevoyait que l'ensemble, non les détails, et il voyait aussi le moyen de le posséder. Écrire. Cette pensée le brûlait. Il commencerait aussitôt rentré. La première chose qu'il ferait serait de décrire le voyage des chercheurs de trésors. Et il apporterait cela à un journal de San Francisco, sans rien dire à Ruth, qui serait bien surprise et contente quand elle verrait son nom imprimé. Tout en écrivant, il continuerait d'étudier. Les jours n'avaient-ils pas 24 heures? Il était invincible. Il savait comment on travaille et les citadelles les plus imprenables tomberaient devant lui. Il ne prendrait plus la mer. Comme matelot du moins. Un instant, il eut même la vision d'un yacht. Bien entendu, se disait-il prudemment, il ne réussirait pas tout de suite, et pendant quelque temps, il devrait se contenter de gagner assez d'argent avec sa littérature pour pouvoir continuer ses études. Puis, après un temps indéterminé, très indéterminé, une fois bien préparé, il écrirait un grand ouvrage et son nom serait célèbre. Mais ce n'était rien encore. Au-dessus de tout ce triomphe, il y avait ceci. Il se serait montré digne de Ruth. La gloire, c'était bien, mais Ruth, c'était la réalisation d'un rêve divin. Il n'était pas un arriviste, mais l'amant fou d'amour, tout simplement. Une fois à Auckland, avec une paye rondelette dans sa poche, il reprit sa vieille chambre chez Bernard Higginbotham et se mit au travail, sans même faire savoir son retour à Ruth. Il irait la voir une fois son article sur les chercheurs de trésors terminé. L'excitation violente produite par la fièvre créatrice l'empêcherait de trouver trop dure son abstention volontaire. D'ailleurs, le sujet même qu'il traitait la lui rendrait moins lointaine.
Ne sachant trop quelle longueur lui donner, il se basa sur un article de 2 pages dans le supplément du San Francisco Examiner, dont il compta les mots. Au bout de 3 jours de travail forcené, ce fut fini. Mais après l'avoir soigneusement copié, d'une large écriture facile à lire, il vit dans un livre de rhétorique trouvé à la bibliothèque qu'il existait certaines choses appelées paragraphes et renvois. Il recommença donc son travail avec l'aide du livre de rhétorique et en un jour en apprit davantage sur la composition qu'un écolier moyen en un an. Après avoir recopié son article une seconde fois et l'avoir précieusement roulé, il lut, dans un journal, une notice de conseil aux débutants qui prescrivait que les manuscrits ne devraient jamais être roulés, ni écrits sur les 2 côtés de la feuille. Il avait donc doublement violé la loi. Cette notice lui apprit également que les articles de premier ordre se payaient au minimum 10 $ la colonne. Il se consola en recopiant son manuscrit pour la 3e fois à la pensée de toucher 10 fois 10 $, soit 100 $, et estima que c'était une meilleure affaire que la navigation. Sans ces erreurs, son article aurait été fini en 3 jours. 100 $ en 3 jours. Sur mer, il lui aurait fallu 3 mois et davantage pour gagner autant. Comme c'est idiot d'être marin quand on peut être littérateur, conclut-il. Pourtant, il ne tenait pas à l'argent pour l'argent, mais pour l'indépendance qu'il donne, pour les vêtements présentables qu'on peut acheter avec, pour ce qui pourrait enfin le rapprocher le plus vite possible de la frêle et pâle jeune fille qui lui avait révélé le sens de la vie et l'avait inspiré. Il mit le manuscrit dans une grande enveloppe et l'adressa au rédacteur du San Francisco Examiner. Il s'imaginait que tout ce qui était accepté par un journal était immédiatement publié, de sorte qu'ayant envoyé le manuscrit le vendredi, il s'attendit à le voir paraître le dimanche suivant. Ce serait magnifique d'apprendre de cette manière son retour à route. Le dimanche après-midi, il irait la voir. Il avait aussi une autre idée, une idée particulièrement morale, prudente et modeste. Il s'en flattait. Il allait écrire une histoire d'aventure pour petits garçons et l'envoyer au Youth's Companion. Les histoires en feuilleton y étaient habituellement publiées en 5 parties, de 3000 mots environ, chacune. Quelques histoires en avaient 7, et il décida d'en écrire une de la même longueur. Il avait fait sur un baleinier un voyage antarctique quelques années auparavant, voyage qui devait durer 3 ans et qui s'était terminé par un naufrage au bout de 6 mois. Bien qu'il eût une imagination pleine de fantaisie, quelquefois même de fantastique, son amour fondamental de la vérité le poussait à décrire les choses qu'il avait vues. Il connaissait la pêche à la baleine et, avec son expérience personnelle comme base, il se mit à raconter l'histoire fictive de 2 petits garçons. Un ouvrage facile, se dit-il le samedi soir. Le soir même, il avait fini la première partie, de 3000 mots, au grand amusement de Jim et sous les sarcasmes de M. Higginbotham, qui se moqua durant tout le repas du scribouillard qu'on avait découvert dans la famille. Martin se contenta de se représenter la surprise de son beau-frère quand, dimanche matin, en ouvrant l'Examiner, il verrait l'article sur les chercheurs de trésors. De bonne heure, ce jour-là, il était sur le seuil de la porte d'entrée, parcourant nerveusement les nombreuses feuilles du journal. Il recommença une seconde fois, très soigneusement, puis le replia et le laissa là où il l'avait trouvé. Heureusement qu'il n'avait parlé à personne de cet article. En y réfléchissant, il conclut qu'il s'était trompé. Dans les publications, les choses vont moins vite qu'il ne le pensait. D'ailleurs, son article n'était peut-être pas d'une actualité pressante et très probablement l'éditeur lui écrirait avant de l'insérer. Après le petit déjeuner, il travailla son autre histoire. Les phrases coulaient de sa plume, bien qu'il s'interrompît souvent pour consulter le dictionnaire ou son livre de rhétorique. Il en relisait même des chapitres entiers et se consolait en pensant que, s'il n'écrivait pas les grandes choses qu'il sentait en lui, il apprenait en tout cas la composition et s'entraînait à former des images, à exprimer des pensées. Il travailla jusqu'à la nuit, puis s'en fut à la salle de lecture, compulser des magazines et des revues jusqu'à la fermeture. Tel fut son programme pendant 1 semaine. Chaque jour, il écrivait ses 3000 mots et chaque soir, il piochait les magazines, prenant des notes sur des nouvelles, des articles, des poèmes. Il y avait une chose certaine,
Ce que cette multitude d'écrivains faisait, il pouvait le faire. Si on lui laissait le temps, il ferait même mieux. Il fut ravi de voir à Livre Nouveau, dans un paragraphe sur le paiement des écrivains de magazines, non pas que l'on payait à Rudyard Kipling $1 le mot, mais que le minimum payé par les magazines les plus cotés était de 200 le mot. Le Youth's Companion était certainement des mieux cotés. Dans tous les cas, d'ailleurs, les 3000 mots qu'il avait écrits ce jour-là lui rapporteraient $60. 2 mois de paye sur mer. Le jeudi soir, l'histoire en 7 parties fut terminée. Elle avait 21 000 mots. Il calcula qu'à 2 cents le mot, il toucherait $420, ce qui ne faisait pas une mauvaise semaine. Jamais il n'aurait eu tant d'argent à la fois. Comment le dépenser? Il avait découvert une mine d'or, en apparence inépuisable. Il projeta de s'acheter plusieurs complets, de s'abonner à quelques magazines et d'acheter une quantité de catalogues qu'il était forcé jusqu'alors d'aller consulter à la bibliothèque. Malgré ses folles dépenses, les $420 étaient à peine entamés. Il y réfléchit sérieusement, et enfin l'idée lui vint de payer une servante à Gertrude et une bicyclette à Marianne. Le volumineux manuscrit fut expédié au Youth's Companion, et le samedi après-midi, après avoir élaboré le plan d'un article sur la pêche des perles, il alla voir Ruth, non sans lui avoir préalablement téléphoné. Elle vint le recevoir à la porte. De même qu'alors, la fraîche bouffée de saine vitalité qui émanait de lui la pénétra délicieusement. Il lui parut qu'un liquide brûlant s'infiltrait dans ses veines et faisait vibrer ses nerfs comme des cordes tendues. Il rougit violemment quand ils se serrèrent la main et qu'il rencontra son regard bleu. Mais le hâle tout frais de ces 8 mois de soleil cacha sa rougeur, bien qu'il fût impuissant à dissimuler la barre rouge produite par le col sur son cou. Elle s'amusa de ce dernier détail, puis, continuant son examen, s'étonna. Ses vêtements lui allaient vraiment bien, faits sur mesure pour la première fois, et le faisaient paraître plus mince et plus dégagé. Sa casquette était remplacée par un feutre mou. Elle le pria de le remettre pour juger de son allure générale, puis elle le complimenta. Elle ne se rappelait pas avoir été si contente. Ce changement était son œuvre. Elle en était fière et de plus en plus désireuse de lui être utile. Mais ce dont elle s'émerveilla, ce fut de son progrès dans sa façon de parler. Là, le changement était radical. Il parlait non seulement correctement, mais avec plus d'aisance, en choisissant ses mots, excepté quand il s'animait par trop. Il retombait alors dans ses anciennes habitudes. Parfois aussi, en essayant des mots nouveaux, il hésitait, gêné. D'autre part, il déployait une légèreté, un esprit qui l'enchantèrent. Cet humour, cette ironie légère, l'avait rendu populaire parmi ses camarades d'autrefois, mais jusqu'à ce jour, il n'avait pu s'en servir avec elle, par manque de mots appropriés et par timidité. Il commençait à présent à s'orienter, à se sentir à l'aise. Il se lançait, entraînant Ruth dans la fantaisie et la gaieté, sans oser la dépasser. Il lui raconta ce qu'il avait fait, lui parla de ses projets d'avenir et de ses études. Mais là, il fut désappointé. Elle ne parut guère approuver ses vues. « Vous comprenez, dit-elle, franchement, écrire est un métier comme le reste. Je n'y connais rien, bien entendu, mais je l'ai entendu dire. Pour devenir forgeron, il faut travailler 3 ans, ou même 5. Et comme les écrivains sont bien mieux payés que les forgerons, il doit y avoir bien plus de gens encore qui aimeraient écrire, qui essayent d'écrire. »« Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire ?» insista-t-il, secrètement ravi de la tournure de phrases raffinées qu'il avait employée, son imagination vive lui représentant en arrière-plan des scènes de sa vie passée, grossières, rudes, crues et bestiales. En un éclair, des visions défilent et disparaissent sans interrompre la conversation ni le calme enchaînement de ses pensées. Il se voit assis à côté de cette belle et douce jeune fille, causant en un anglais de bon ton, dans une pièce pleine de livres et de tableaux, cossus et raffinés. Et à travers un brouillard flottant, que transpercent les rayons d'une lumière rouge, il se voit dans un bar, avec des cow-boys qui boivent du whisky. Comme eux, il jure et dit des obscénités, sous la lampe à huile fumeuse. Tandis que sur la table, on bat les cartes.
au milieu du bruit des verres brisés, dans l'atmosphère lourde de fumée et d'haleines avinées. Il se voit sur le gaillard d'avant de la Susquehanna, nu jusqu'à la ceinture, les poings serrés, le jour de sa grande rencontre avec le rouquin de Liverpool, et il se voit sur le pont sanglant de John Rogers, le jour de la mutinerie, une triste matinée grise. Le vieux maître s'agrippait à la coupée dans les affres de la mort. Le capitaine, revolver au poing, abattait les hommes aux faces de brutes qui tombaient en hurlant des blasphèmes. Il vit tout cela, puis se retrouva dans la douce clarté du grand salon, causant avec Ruth parmi des livres et des tableaux non loin du piano à queue qu'elle ouvrirait tout à l'heure, et il entendit l'écho de sa propre voix dire en termes choisis. « Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire ?»« Un forgeron aussi peut être doué pour son métier, » dit-elle en riant, « mais je n'ai jamais entendu dire qu'il puisse se passer d'apprentissage. »« Que me conseillez-vous » demanda-t-il. « N'oubliez pas que je sens en moi cette capacité d'écrire. Je suis incapable de l'expliquer exactement. Je sais seulement que je l'ai. »« Il vous faut une éducation complète, » répondit-elle. « Que vous vous destiniez ou non à la littérature. Peu importe le choix de votre carrière, il vous faut cette éducation, et il faut qu'elle soit faite à fond et sérieusement. Vous devriez aller à l'école supérieure. »« Oui, » fit-il. Mais elle l'interrompit pour ajouter. « Bien entendu, vous pourriez continuer à écrire aussi. »« Il le faudra bien, » dit-il d'un ton acerbe. « Pourquoi ?» Elle le regarda, gentiment perplexe, car elle n'aimait guère l'obstination qu'il mettait à soutenir son idée. « Parce que si je n'écrivais pas, il n'y aurait pas d'université. Il faut que je vive, que j'achète des livres et des vêtements, vous comprenez ? »« Ah, j'avais oublié, » dit-elle en riant. « Pourquoi n'êtes-vous pas né avec des rentes ?»« Je préfère avoir une bonne santé et de l'imagination, » répondit-il. « Pour des rentes, je m'en contrefous. Je peux me tirer d'affaire sans elles. Tandis que pour le reste, il faillit dire « Je n'arriverai jamais à vous », mais corrigea sa phrase. « Je n'arriverai jamais à rien. »« Ne dites pas « Je m'en contrefous », s'écria-t-elle avec pétulance. « C'est de l'argot, c'est horrible. » Il rougit, balbutia. « C'est vrai, je voudrais que vous me corrigiez chaque fois. »« Je veux bien, » dit-elle en hésitant. « Vous êtes un type si bien que je vous désire parfait. » Il fut alors une cire molle entre ses mains, aussi impatient d'être modelé par elle qu'elle-même était désireuse de le former à l'image de son idéal masculin. Quand elle lui fit remarquer qu'il fallait se presser, les examens d'entrée à l'école supérieure commençant le lundi suivant, il se déclara prêt à les affronter. Puis elle joua et chanta pour lui, tandis qu'il la buvait des yeux. Il s'enivrait de sa beauté et s'étonnait de ce qu'il n'y avait pas autour d'elle une foule d'admirateurs à l'écouter et à la désirer, comme il l'écoutait et la désirait. Chapitre 10. On le retint à dîner ce soir-là et, à la grande satisfaction de Ruth, il fit bonne impression à son père. On parla de la carrière de marin, sujet que Martin possédait sur le bout du doigt, et M. Morse déclara ensuite qu'il lui semblait être un jeune homme de beaucoup de bon sens. Dans son désir de parler correctement, Martin était forcé de parler lentement, ce qui lui permit de mieux exprimer sa pensée. Il se sentait plus à l'aise que lors du premier dîner, un an auparavant. Sa modestie et sa réserve plurent à Madame Morse, qui ne fut pas sans remarquer ses progrès évidents. « C'est la première fois que Ruth remarque un homme, » dit-elle à son mari. « Elle est toujours si indifférente en ce qui concerne les hommes que ça m'ennuyait beaucoup. » Monsieur Morse dévisagea sa femme avec curiosité. « Tu as l'intention de te servir de ce jeune matelot pour la réveiller ?» lui demanda-t-il. « Je veux faire en tout cas mon possible pour qu'elle ne meure pas vieille fille. Si ce jeune Éden peut éveiller son intérêt pour l'humanité en général, tant mieux. »« Parfaitement, » répliqua M. Morse. « Mais supposons, car il faut quelquefois supposer l'impossible, ma chère, supposons qu'il éveille en elle un intérêt par trop particulier. »« Impossible, » dit Madame Morse en riant. « D'abord, elle a 3 ans de plus que lui. Et puis, non, c'est impossible. Rien de pareil n'arrivera. Fie-toi à moi. »
Pendant que le rôle de Martin se précisait ainsi, il méditait, entraîné par Arthur et Norman, une excentricité. Ils avaient arrangé une promenade à bicyclette pour le dimanche matin, projet qui n'intéressa Martin que lorsqu'il apprit que Ruth devait en être aussi. Il ne savait pas monter à bicyclette, et d'ailleurs n'en avait pas. Mais, puisque Ruth montait, il n'avait qu'à apprendre, se dit-il. En rentrant donc, il se rendit dans un magasin de cycles et en acheta une de $40. Un mois de paye durement gagné. Cette dépense réduisait singulièrement ses économies. Mais il réfléchit qu'en ajoutant aux $100 qu'il toucherait de l'examiner les 2000 que lui devrait le Youth's Companion, tout s'arrangerait. Il traita avec la même indifférence le fait d'abîmer complètement son nouveau complet en essayant de rentrer à bicyclette ce soir-là. En arrivant au magasin de M. Higginbotham, il commanda, par téléphone, un nouveau complet au tailleur. Puis, le long de l'escalier étroit, aussi vertical que l'échelle de secours qui occupait un côté de la maison, il hissa la bicyclette et découvrit qu'en écartant le lit du mur, il y avait juste assez de place, dans la petite chambre, pour lui et son vélo. Il avait eu l'intention de consacrer tout le dimanche à la préparation du fameux examen, mais l'article sur les pêcheurs de perles l'entraîna et il passa la journée à recréer fiévreusement les belles images qui le hantaient. Le fait que l'examiner de ce jour-là avait oublié de publier son article sur les chercheurs de trésors ne l'affectait nullement. Il planait bien trop haut pour cela. Comme il avait fait la sourde oreille à tous les appels, il se passa du lourd dîner dominical dont M. Higginbotham gratifiait invariablement sa famille. Pour M. Higginbotham, ce dîner représentait la marque extérieure de sa situation sociale et de sa prospérité. Il le fêtait donc par des platitudes sur les institutions américaines, sur la reconnaissance que l'on doit à ces institutions, qui permettent à tout honnête travailleur de s'élever. Et dans ce cas, s'élever signifiait, ainsi qu'il le remarquait infailliblement, de garçon épicier devenir propriétaire des denrées alimentaires Higginbotham. Martin Eden, ce lundi matin, salua d'un soupir les pêcheurs de perles, non terminés, et prit le tram pour Auckland et le collège. Et, lorsque quelques jours après, il vint savoir le résultat de ses examens, il apprit qu'il avait été mauvais en tout, excepté en grammaire. « Votre grammaire est excellente, » lui dit le professeur Hilton en le dévisageant à travers ses grosses lunettes. « Mais vous ignorez tout, absolument tout, des autres branches. Et votre histoire des États-Unis est abominable. Il n'y a pas d'autre mot, abominable. Je vous conseillerais... » Le professeur Hilton s'arrêta, l'observant toujours, aussi hostile et incompréhensible qu'une de ses éprouvettes. Il était professeur de physique à l'université, possédait une nombreuse famille, un maigre salaire et un fonds choisi de sciences apprises à la façon des perroquets. « Oui, monsieur, » dit humblement Martin, qui regrettait beaucoup de ne pas avoir en face de lui l'homme au pupitre de la bibliothèque à la place du professeur Hilton. « Je vous conseillerais donc de retourner à l'école pendant 2 ans, au moins. Au revoir. » Martin ne fut pas autrement affecté par cet échec et s'étonna de l'air vexé de Ruth quand il lui rapporta le conseil du professeur. Son désappointement était si flagrant qu'il fut peiné d'avoir échoué, à cause d'elle surtout. « Vous voyez, dit-elle, j'avais raison. Vous en savez beaucoup plus que tous les étudiants qui entrent au lycée, et pourtant vous échouez aux examens, parce que votre éducation est partielle, superficielle. Vous manquez de la discipline de l'étude, que seuls peuvent vous donner des professeurs expérimentés. Vous avez besoin de bases solides. Le professeur Hilton a raison. Et si j'étais à votre place, j'irais à l'école du soir. 1 an et demi vous suffirait. D'autre part, ça vous laisserait le temps d'écrire. Ou bien, si vous ne pouvez pas gagner votre vie avec votre plume, vous pourriez vous trouver une situation. Mais si mes journées sont prises par un travail et mes soirées par l'école, quand vous verrai-je, se dit Martin, mais il ne formula pas sa pensée et se borna à dire. Ça me paraît si enfantin d'aller à l'école du soir, ça me serait encore égal si je pensais que ça servira à quelque chose. Mais je ne le crois pas. Je peux travailler plus vite qu'ils ne peuvent m'enseigner. Ce serait une perte de temps. Il pensa à son désir d'elle. Et je ne veux pas perdre de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Il y a tant de choses nécessaires. Elle le regardait gentiment,
et il sentit qu'il était une brute de lui résister. « La physique et la chimie, impossible d'en faire sans études de laboratoire et sans guide. L'algèbre et la géométrie vous décourageront. Il faut des professeurs expérimentés, des spécialistes dans l'art d'enseigner. » Il resta un moment silencieux en cherchant la façon la moins vaniteuse de s'exprimer. « Je vous en prie, ne me croyez pas vantard, dit-il enfin. Je ne sais pas m'exprimer, mais j'ai le sentiment d'être ce que j'appellerais instinctivement scientifique. Je sais étudier tout seul, naturellement, comme un canard sait nager. Vous voyez les progrès que j'ai réalisés en grammaire, et j'ai appris bien d'autres choses. Vous ne vous en doutez pas. Et ce n'est que le début. Attendez que je me mette en train. À présent seulement, je commence à voir clair, à piger. »« À piger ?» interrompit-elle en appuyant malicieusement. « À savoir de quoi il retourne, se hâta d'expliquer Martin. »« Cela ne veut rien dire. Un langage correct, fit-elle encore. Il pataugea davantage. « Je veux dire que je commence à voir la manière d'accoster. » Par pitié, elle n'insista pas et il continua. « La science me fait l'effet d'un bureau de renseignement. Chaque fois que je vais à la bibliothèque, j'ai la même impression. Le rôle des professeurs est de donner des renseignements aux écoliers d'une façon systématique. Ce sont des guides, voilà tout. Ils ne donnent rien d'eux-mêmes, ils ne créent rien. Tout est contenu au bureau de renseignement et ils ne font que désigner aux clients ce dont ils ont besoin pour les empêcher d'errer indéfiniment. Mais moi, je ne me perds pas facilement. J'ai la bosse de l'orientation. Je sais toujours où j'en suis. Spa ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Ne dites pas spa. Vous avez raison, dit-il avec reconnaissance. N'est-ce pas ? Alors, spa. Pardon, n'est-ce pas ? Où en étais-je ? Ah oui, au bureau de renseignement. Eh bien, il y a des mecs. Des gens, corrigea-t-elle. Des gens qui ont besoin de guides. Presque tout le monde. Mais je crois que je peux, moi, m'en passer. J'ai passé un temps infini au bureau de renseignement et je commence à m'y reconnaître, à savoir ce que je veux trouver, quel rivage je veux explorer. Et de la façon dont je m'y prends, je naviguerai bien mieux tout seul. La marche d'une escadre se règle d'après la vitesse du bateau le plus lent, vous le savez. Pour l'enseignement, c'est la même chose. Les professeurs ne peuvent aller plus vite que la moyenne de leurs écoliers, et mon pas serait plus rapide que celui de la classe tout entière. « Qui veut voyager vite doit voyager seul, cita Ruth. Il eut envie de répondre « Avec vous, je voyagerai encore plus vite », car il voyait apparaître la vision d'un monde d'infinie clarté qu'il parcourait, avec elle dans ses bras, ses cheveux d'or pâle caressant ses joues. Bon Dieu, combien était pitoyable cette impuissance d'exprimer ce qu'il ressentait, un désir lancinant le poignait, de pouvoir lui décrire des visions qui flamboyaient dans son cerveau. Ah, maintenant il comprenait. Il avait la clé du mystère. Voilà ce que réalisaient les grands écrivains, les grands poètes. Voilà pourquoi c'étaient des titans. Ils savaient exprimer leurs pensées, leurs rêves et leurs sentiments. Souvent, endormis au soleil, les chiens gémissent, aboient, mais ils sont incapables de dire ce qui les fait gémir ou aboyer. Voilà ce qu'il était, un chien endormi au soleil. Des visions nobles et magnifiques lui apparaissaient, et il ne savait que gémir et aboyer vers Ruth. Mais il ne dormirait plus au soleil. Debout, les yeux grands ouverts, il lutterait, travaillerait, souffrirait, en attendant le jour où, la langue déliée et les yeux dessillés, il saurait lui faire partager ses richesses cérébrales. Pourquoi ne trouverait-il pas, comme tant d'autres, la façon de dominer les mots, de les assembler de façon à leur donner une signification personnelle? L'apparition du mystère le remua profondément, et, de nouveau, la vision des grands espaces étoilés l'emporta très loin. Tout à coup, frappé par le silence, il vit Ruth qui le regardait d'un air amusé. « Une vision m'est apparue, dit-il. » Et le son de sa propre voix le fit sursauter. D'où venaient ces mots, expression adéquate de l'interruption que son rêve avait fait subir à la conversation? Quel était ce miracle? Jamais encore il n'avait pu exprimer aussi nettement une pensée élevée. Il est vrai qu'il n'avait jamais essayé.
Mais Swinburne, Tennyson, Kipling et tous les autres poètes l'avaient fait. Soudain, ces pêcheurs de perles lui revinrent à l'esprit. Il ne s'était pas encore lancé dans les grandes choses. Il pourrait se servir du sentiment de la beauté qui le brûlait. Mais une fois fini, cet article serait différent. La grandeur du sujet le frappa tout à coup. Il se demanda audacieusement pourquoi il n'essayerait pas de célébrer cette beauté en vers. Et pourquoi ne chanterait-il pas les délices infinies et l'enchantement de son amour pour Ruth? Tant de poètes avaient célébré l'amour, et il le ferait aussi, nom de Dieu. À son oreille stupéfaite, il entendit cette exclamation retentir, nette et sonore. Entraîné par son enthousiasme, il avait pensé tout haut. Le sang afflua à son visage, en bouffées si violentes qu'elles en teintèrent même le hâle bronzé jusqu'à la racine des cheveux. « Je vous demande pardon, bégaya-t-il. Je pensais. »« Vous paraissiez prier, dit-elle bravement, mais dans son fort intérieur, elle était profondément choquée. C'était la première fois qu'un homme de sa connaissance jurait devant elle, et cela la froissait, non seulement dans ses principes et son éducation, mais dans son esprit, car ce souffle brutal de la vie pouvait en effet offusquer une jeune fille que l'existence avait jusqu'ici épargnée. Mais elle l'excusa et s'étonna de sa facilité à le faire. Il n'avait pas eu la chance de naître comme tant d'autres, il faisait tout son possible et il progressait si vite. Elle ne se figurait pas qu'elle pût avoir d'autres raisons d'être si bien disposée à son égard. De la tendresse qui la penchait vers lui, elle ne se doutait pas. Comment aurait-elle pu s'en douter? La sérénité de 24 ans de vie toute blanche ne pouvait lui donner la perception nette de ses propres sentiments. N'ayant jamais brûlé ses ailes, elle ne sentait pas le danger de la flamme. Chapitre 11. Martin se remit à son article sur les pêcheurs de perles. Il aurait été plus vite achevé s'il n'avait été si fréquemment interrompu par ses essais de poésie. Ses vers étaient, bien entendu, des vers d'amour inspirés par Ruth et jamais terminés. Ce n'est pas en un jour qu'on peut apprendre à chanter sur un si noble thème. En eux-mêmes déjà, le rythme, la métrique et la forme étaient une assez sérieuse affaire, mais, par-dessus tout, il y avait une chose intangible, impalpable qui se sent dans tout beau poème et qu'il ne pouvait arriver à saisir. C'était l'insaisissable esprit de la poésie elle-même, qui ne se laissait pas capturer. Il le sentait autour de lui, comme un feu voltant, comme une chaude et molle vapeur à portée de la main, et pourtant hors d'atteinte. Quelquefois il en saisissait quelques lambeaux, une traînante nuée, et en tissait des phrases qui chantaient dans son cerveau ou s'évanouissaient comme un brouillard léger. C'était décourageant. Il brûlait du désir de s'exprimer avec lyrisme et n'arrivait qu'à un pathos prosaïque et sans originalité. Il lut à haute voix ses essais. Ils avaient le nombre de pieds voulu, les rimes étaient impeccables, mais l'inspiration, l'envol faisait défaut. C'était à n'y rien comprendre. Et, de guerre lasse, désespéré, déprimé, vaincu, il se remit à son article. La prose était sûrement d'un accès plus facile. Après les pêcheurs de perles, il écrivit un article sur la carrière de marin, un autre sur la chasse à la tortue et un troisième sur les alizés du Nord-Est. Puis il composa, à titre expérimental, une courte nouvelle et, pendant qu'il y était, il en fit 6 autres, qu'il expédia à plusieurs magazines. Il écrivait sans arrêt, du matin au soir et tard dans la nuit, s'interrompant seulement pour aller à la salle de lecture prendre des livres à l'abonnement ou voir Ruth. Il était profondément heureux, la vie était intense et belle, sa fièvre enthousiaste ne tombait jamais car l'ivresse créatrice des dieux était en lui. Le monde extérieur, les relents de légumes pourris et de lessive, l'apparence débraillée de sa sœur et la figure ironique de M. Higginbotham, tout cela était un rêve. Le monde véritable était celui de son cerveau et les histoires qu'il écrivait la seule réalité possible. Les jours étaient trop courts. Il voulait étudier tant de choses. Il ne dormit plus que 5 heures et, trouvant que c'était encore exagéré, il essaya de rogner une demi-heure de plus. Mais il fut obligé, à son grand regret, de revenir à ses 5 heures.
C'est avec regret qu'il cessait d'écrire pour étudier, qu'il cessait d'étudier pour aller à la bibliothèque, qu'il s'arrachait de là ou de la salle de lecture remplie des œuvres de ces écrivains heureux qui avaient réussi à placer leurs marchandises. C'était un crève-cœur, quand chez Ruth il fallait se lever et partir, et il galopait le long des rues sombres pour retrouver bien vite ses chers volumes. Ce qui lui semblait le plus dur, c'était de fermer ses livres de physique et d'algèbre, de ranger bloc-notes et crayons et de clore ses yeux là pour dormir. Il détestait l'idée qu'il cessait de vivre, même pour peu de temps, et ne se consolait qu'à la pensée d'entendre le réveil 5 heures après. Il ne perdrait que 5 heures, en tout cas, puis la sonnerie le ferait bondir hors de son inconscience et il aurait de nouveau devant lui une admirable journée de 19 heures. Avec tout cela, les semaines passaient, son argent aussi, et les rentrées ne se faisaient pas. 1 mois après son envoi au Youth's Companion, la suite d'aventures pour enfants lui fut retournée, avec un mot de refus si plein de tact qu'il ne put en vouloir au rédacteur. Mais il n'en fut pas de même pour le rédacteur du San Francisco Examiner. Après avoir attendu 2 semaines, Martin lui avait écrit. Il recommença au bout de 8 jours. À la fin du mois, il s'en fut à San Francisco, chez le rédacteur, mais sans rencontrer ce haut personnage, grâce à un cerbère d'une 12aine d'années à cheveux carottes qui gardait la porte. À la fin de la 5e semaine, le manuscrit lui revint par la poste, sans commentaire, sans explication, sans rien. Ses autres articles lui furent renvoyés de la même manière. Il les expédia alors immédiatement à d'autres magazines, de l'Est cette fois, qui les retournèrent rapidement, toujours accompagnés d'un mot de refus imprimé. Les nouvelles revinrent également. Il les relut plusieurs fois et les trouva si bien qu'il ne pouvait comprendre le motif de leur renvoi, jusqu'au jour où il vit dans un journal que les manuscrits devaient toujours être écrits à la machine. Voilà qui expliquait tout. Bien entendu, les rédacteurs étaient trop occupés pour perdre leur temps à lire des ouvrages écrits à la main. Martin loua aussitôt une machine à écrire et passa une journée à apprendre à s'en servir. Tous les jours il copiait sa dernière composition et recopiait ses manuscrits à mesure qu'on les lui renvoyait. Il s'étonna le jour où les copies dactylographiées commencèrent à lui revenir aussi. Sa mâchoire se serra, son menton avança légèrement, et il renvoya les manuscrits à d'autres éditeurs. Il en vint alors à se demander s'il pouvait porter un jugement de valeur sur ses propres ouvrages et les lut à Gertrude. Elle le regarda avec des yeux brillants d'orgueil et déclara « C'est beau de savoir écrire des choses comme ça. »« Oui, oui, dit-il avec impatience, mais l'histoire, comment trouves-tu l'histoire ?»« Magnifique, absolument magnifique, et intéressante aussi. J'en étais toute bouleversée. » Il vit qu'elle ne disait pas entièrement sa pensée. Sa bonne figure était perplexe et il attendit. « Mais dis-moi, Marthe, fit-elle après une longue hésitation, comment ça finit-il? Ce jeune homme si poseur, l'a-t-il obtenu? Il lui expliqua la fin, qu'il croyait cependant claire et artistement soignée. Alors elle déclara « Voilà ce que je voulais savoir. Pourquoi ne l'as-tu pas raconté comme ça, dans ton histoire ?» Après avoir lu un certain nombre de ses élucubrations, il fut au moins certain d'une chose, c'est qu'elle aimait les fins heureuses. « Cette histoire est absolument magnifique. » Elle redressa avec un soupir de lassitude son corps lourd penché au-dessus de la lessiveuse, en essuyant du revers de sa main rouge son front suant. « Mais ça me rend triste, j'ai envie de pleurer. Il y a déjà trop de choses tristes dans la vie. Je préfère les histoires gaies qui me font rire. S'il l'avait épousée, n'est-ce pas, et... »« Ça ne te fait rien, Marthe ?» interrogea-t-elle avec appréhension. « J'ai cette idée parce que je suis fatiguée, je suppose, mais ton histoire est tout de même splendide, tout à fait splendide. Où vas-tu la vendre ?»« Ça, c'est une autre paire de manches, » dit-il en riant. « Mais si tu la vends, combien t'en donnera-t-on ?»« Oh, 100$ au moins, étant donné le prix qu'on en demande. »« Dieu, j'espère que tu la vendras. »« C'est facilement gagné, hein ?» Et il ajouta fièrement. « J'ai écrit ça en 2 jours. Ça me fait $50 par jour. »
Il mourait d'envie de lire sa littérature à Ruth, mais il n'osa pas. Il décida d'attendre qu'une de ses histoires fût publiée. Elle comprendrait alors la raison de son obstination à écrire. Et, en attendant ce moment-là, il continua à travailler avec rage. Jamais son esprit aventureux ne s'était encore jeté avec autant de passion dans ce qu'il appelait l'exploration de son cerveau. Il acheta des livres de physique et de chimie et, avec l'aide de l'algèbre, il se plongea dans des problèmes et des démonstrations. Son intense puissance imaginative lui permettait de comprendre les réactions chimiques sans en voir faire l'expérience, plus facilement que la moyenne des étudiants qui vont au laboratoire. Martin poursuivait son chemin à travers les textes lourds de science, enthousiasmé par les explications qu'il y trouvait de la nature des choses. Autrefois, il acceptait le monde tel qu'il était, sans chercher plus loin. Il en comprenait à présent le jeu et les courants contraires de la force et de la matière. Des solutions spontanées surgirent dans son esprit sur maints petits détails de son métier d'autrefois. Les lois de la navigation, qui permettent aux navires de suivre infailliblement leur voie à travers l'océan illimité, lui furent expliquées, ainsi que les mystères des éléments, et il se demanda s'il n'aurait pas, par malheur, écrit trop tôt son article sur les vents alizés du nord-est. En tout cas, il comprit qu'il l'aurait mieux écrit à présent. Un après-midi, Arthur le conduisit à l'université de Californie où, haletant et avec un respect quasi religieux, il parcourut des laboratoires, assista à des démonstrations et entendit le cours d'un professeur de physique. Mais rien ne lui faisait négliger d'écrire. Un torrent de nouvelles s'écoula de sa plume et il se lança dans des vers plus faciles, du genre de ceux qu'il lisait dans les magazines. Cependant, une tragédie en vers libres lui mit le cerveau à la torture. Elle lui fit perdre 2 semaines, car elle fut renvoyée par une demi-douzaine de journaux avec une célérité qui le surprit. Puis il découvrit Henley, ce qui lui fit écrire une série de poèmes marins sur le modèle de Croquis d'hôpital, des poèmes simples et romanesques, pleins de lumière, de couleurs et d'action, qu'il appela « poèmes de la mer ». Il les jugea meilleurs que tout ce qu'il avait écrit précédemment. Il y en avait 30, et il les termina en 1 mois, en écrivant 1 par jour, après avoir fini son travail quotidien, qui équivalait à 1 semaine du travail d'un écrivain moyen. Le travail ne lui coûtait rien. Pour lui, ce n'était pas du travail. Il avait découvert une forme d'expression. Il donnait tout simplement libre cours au trésor de beauté et d'émerveillement que, pendant ces longues années, ses lèvres scellées n'avaient pas su formuler. Ces poèmes de la mer, il ne les montra à personne, pas même aux rédacteurs de revues, dont il commençait, d'ailleurs, à se méfier. Mais ce n'était pas la méfiance qui l'empêchait de leur soumettre les poèmes de la mer. Il lui plaisait à tel point qu'il avait envie de les garder secrets, jusqu'au jour glorieux, lointain hélas, où il oserait en faire partager la beauté à Ruth. Il les garda donc pour lui, en les relisant à haute voix et en les apprenant par cœur. Il vivait intensément toutes ses heures de veille et les heures de son sommeil. Il les vivait aussi, car son esprit subjectif, pendant ces 5 heures de détente, transformait ses pensées et les événements du jour en de grotesques et fantastiques aventures. En réalité, il ne se reposait jamais. Un tempérament moins solide ou un cerveau moins équilibré n'aurait pas résisté. Ses visites de l'après-midi à Ruth étaient rares maintenant, car juin approchait et elle allait passer sa licence à l'université. Licenciée ès lettres. Elle lui semblait s'envoler à des distances telles qu'il ne pourrait jamais la rattraper. Elle lui accordait un après-midi par semaine et, comme il venait tard, il restait généralement à dîner. Elle lui faisait ensuite de la musique. Il marquait ces jours-là d'une pierre blanche. L'ambiance de la maison, contrastant si fortement avec celle qu'il connaissait, et la seule présence de Ruth enracinait chaque fois plus solidement sa volonté de monter au sommet. Au-dessus de son désir impérieux de créer de la beauté, il y avait son désir de la conquérir, de haute lutte. C'était un amant avant tout, et la magnifique aventure de son âme lui semblait plus miraculeuse encore que celle de son cerveau. La genèse d'où était sorti le monde était un miracle moindre que la présence de Ruth dans ce monde. Pour lui, rien n'était aussi étonnant, aussi inouï que Ruth. Cependant,
la distance qui les séparait l'oppressait toujours. Comment la franchir? Dans son milieu, il avait eu beaucoup de succès auprès des femmes, sans jamais tenir à aucune d'elles. Mais il aimait Ruth, et la considérait non seulement comme un être d'une classe supérieure, mais comme un être à part, tellement à part qu'il ignorait comment l'approcher. Pourtant, plus il se cultivait et plus il s'en approchait, en parlant le même langage, en partageant les mêmes idées et les mêmes jouissances intellectuelles. Mais rien de tout cela ne parvenait à satisfaire les aspirations de son cœur. Son imagination d'amoureux l'avait trop idéalisé pour qu'il pût rêver de s'approcher autrement que par l'esprit. C'était son amour même qui l'éloignait de lui et la lui rendait insaisissable. C'était l'amour lui-même qui lui refusait la seule chose qu'il désirât. Et un beau jour, brusquement, une passerelle fut jetée sur l'abîme. Bien sûr, le gouffre existait toujours, mais il cessa d'être aussi large. Ils avaient mangé des cerises, de grosses cerises noires et luisantes, au jus couleur de vin sombre. Et, plus tard, tandis qu'elle lui lisait un passage de la princesse, il remarqua que les cerises avaient taché ses lèvres. À l'instant même, son essence divine disparut. Elle était faite d'argile, après tout. Comme lui, comme tout le monde. Ses lèvres étaient d'une chair pareille à la sienne, puisque le jus des cerises les tachait aussi. Elle était femme, femme tout entière, comme toutes les femmes. Cette révélation l'abasourdit. Il lui sembla que le soleil mourait au ciel. Ensuite, il comprit ce que cela signifiait, et son cœur se mit à danser, et il pensa à faire la cour à cette femme, puisqu'elle était non pas un pur esprit, mais une simple femme, dont les lèvres pouvaient être tachées par des cerises. L'audace de cette pensée le fit trembler, mais son âme chantait joyeusement, et le bon sens, triomphalement, lui clamait qu'il avait raison. Ruth dut sentir un peu de ce changement qui s'opérait en lui, car elle interrompit sa lecture, le regarda et sourit. Les yeux de Martin glissèrent de ses yeux bleus à ses lèvres, et la vue de cette tache l'affola. Il faillit ouvrir ses bras et les refermer sur elle, comme il le faisait autrefois, du temps de sa vie insouciante. Elle se penchait vers lui et semblait attendre. Il se contint de toute sa volonté. « Vous n'avez pas écouté un mot, dit-elle d'un ton boudeur. Puis elle éclata de rire, ravie de sa confusion, et, lorsqu'il la regarda dans les yeux, il vit qu'elle n'avait rien deviné de ce qui s'était passé en lui. Alors, il eut honte. Vraiment, sa pensée avait été trop loin. Toutes les femmes qu'il avait connues auraient deviné ce qu'il en était. Et voilà où était la différence. Ruth n'avait rien compris. Il fut de nouveau désolé de sa propre grossièreté et ému de l'innocence exquise de Ruth, et se retrouva de l'autre côté de l'abîme. La passerelle était rompue. Malgré tout, cet incident les rapprocha. Quand il se sentait particulièrement découragé, le souvenir de cette minute lui revenait et il la savourait avidement. Oui, l'abîme était moins profond. Il avait accompli ce jour-là une chose autrement plus difficile que la licence ès-lettres et toutes les autres licences du monde. Elle était pure, divinement pure, c'est vrai, mais des cerises avaient taché ses lèvres. Elle était sujette aux lois de l'univers, tout aussi inexorablement qu'il l'était lui-même. Il lui fallait manger pour vivre, et elle attrapait un rhume quand elle se mouillait les pieds. Mais là n'était pas la question. Si elle ressentait les atteintes de la faim, de la soif, de la chaleur et du froid, elle pouvait également ressentir celle de l'amour pour un homme. Et pourquoi ne serait-il pas celui-là? « C'est de moi que cela dépend, » murmura Martin avec ferveur. « Je veux être cet homme. Je serai cet homme. »